Bonjour, bienvenue à tous dans cet atelier Maîtriser la chaîne du froid, de la production à la livraison, qu'on aura le plaisir d'animer avec Najwa et Bastien pendant 30 minutes. Alors, donc, moi, je suis Gwenaëlle Averti, je suis la cofondatrice d'Octopus HACCP et j'ai la chance d'animer cet atelier avec Najwa, que je laisse se présenter. Bonjour, donc moi je suis Najwa Livdal, je suis référente qualité chez Octopus et je fais également donc, le suivi client, donc je fais de l'accompagnement pour l'application. Voilà. Et Bastien. Et bonjour, Et Bastien. c'est Bastien Verward, responsable commercial chez Octopus. Donc je pourrai parler de l'application en fin de présentation. Mais avant qu'on parle de l'appli, on va parler HACCP. Donc, au programme de cette formation aujourd'hui, donc qui va durer 30 minutes, on va vous faire un rappel réglementaire sur les normes et la réglementation en vigueur sur tout ce qui est chaîne du froid. On va vous présenter les risques sanitaires liés à la rupture de la chaîne du froid, que vous compreniez bien pourquoi c'est important de ne pas la rompre. Et enfin, comment est-ce qu'on fait pour la maintenir, cette chaîne du froid? On verra les différentes étapes de la chaîne du froid, avec la réception des matières premières, le stockage et le transport des aliments, et la manipulation et la distribution des aliments. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on attaque tout de suite avec Najwa sur l'importance du respect de la chaîne du froid. Vous avez en bas à droite une bulle de chat. N'hésitez pas à mettre des petits messages et toutes vos questions, on y répondra au fur et à mesure ou à la fin. Et on vous mettra aussi des petits sondages pour avoir votre avis. Donc, cliquez dessus pour continuer à voir la présentation. Il y en aura 3 dans la présentation. Ce sera assez rapide. Alors, Najwa, pourquoi est-ce que c'est important de respecter la chaîne du froid? Oui, mais déjà, la première question, c'est qu'est-ce que c'est la chaîne de froid? Donc, ça va être le respect des températures prescrites par la réglementation, qui vont être fixées soit par le fabricant ou par le fabricant, tout simplement, et qui doit être respecté donc, pour toutes les étapes, que ce soit pour la fabrication, le stockage, le transport et aussi la distribution. C'est très important de respecter ces températures qui sont prescrites. Pourquoi? La première des choses, donc, c'est pour conserver la qualité des produits qu'on va vendre, donc que ce soit hygiénique, nutritionnel ou organoleptique, et aussi donc de les garder sains de l'étape de la production jusqu'à la consommation finale par le consommateur, tout simplement. La deuxième des choses, donc, ça va être de limiter, voire stopper. On ne peut pas toujours stopper, mais au moins limiter la prolifération des micro-organismes, donc tout ce qui est microbes, etc., qui peuvent être à l'origine d'intoxications alimentaires. Et la dernière étape, ça va être pour la DLC secondaire. Donc la DLC, c'est la date limite de consommation de l'aliment. Elle est indiquée sur l'étiquette et elle ne va rester valable que si la température de conservation qui est indiquée sur cette étiquette-là est respectée. Sinon, on ne pourra plus garder cette même DLC, elle doit être raccourcie. Pour parler un peu de réglementation, donc il y a plusieurs réglementations qui définissent les températures, que ce soit pour le stockage, aussi pour le transport. Donc la première, la réglementation européenne, numéro 852 de 2004, donc relative à l'hygiène des denrées alimentaires. Elle va établir donc les principes généraux de l'hygiène des denrées alimentaires et va imposer la mise en place des procédures de sécurité alimentaire, notamment ce qui concerne la chaîne du froid. On a également la norme NF V01005 qui est relative aux températures de stockage des denrées périssables. Donc ça, c'est pour les températures en fait, de stockage dans les enceintes froides. On a également la norme ISO 22000 qui est relative au management de la sécurité des denrées alimentaires et qui va donc donner des spécifications, des exigences pour un système de management de la sécurité des denrées alimentaires qui inclut bien sûr la gestion de la chaîne du froid. On va également avoir quelque chose qui est un peu plus familier pour vous, qui est le GBPH, donc le guide des bonnes pratiques d'hygiène et de l'application de l'HACCP. Si vous ne connaissez pas, donc c'est un guide qui va regrouper toutes les règles et les normes à suivre pour votre type de restauration. Donc ça peut être de la restauration commerciale, sociale, etc. Et donc qui va définir toutes les bonnes pratiques à respecter en matière d'hygiène et de sécurité alimentaire en restauration. Et en dernier, donc les arrêtés préfectoraux qui peuvent être dans certains départements, pas tous, et qui peuvent être en vigueur donc, pour imposer des mesures spécifiques en matière de la chaîne de froid en restauration. Quels sont les risques en cas de rupture de la chaîne de froid? Donc la première des choses, on en a déjà parlé, mais ça va être la multiplication des bactéries. Donc ça peut provoquer des intoxications alimentaires. Donc ça peut être par exemple la salmonelle, l'Escherichia coli, la listeria, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut bien sûr contrôler cette chaîne du froid tout au long des différentes procédures.
On a également la prolifération des moisissures, donc qui peuvent produire des mycotoxines dangereuses pour la santé humaine. Donc les moisissures, en fait, elles vont produire des mycotoxines, donc c'est des molécules qui sont invisibles et qui peuvent donc, en cas d'ingestion, peuvent être toxiques pour la santé. Et la dernière des choses, donc, c'est l'altération des qualités organoleptiques des aliments, donc comme le goût, la texture, l'odeur, etc. Et on peut voir les exemples de la viande quand on la laisse une température qui est plus élevée que celle qui était supposée être stockée dedans. Hop, on va passer donc aux différentes étapes de la chaîne du froid. Donc, à partir de la production des matières premières jusqu'à la consommation, donc on doit sauvegarder cette température pendant toutes ces étapes-là. Donc, à commencer par la réception, où on va contrôler la température des produits qu'on vient de recevoir. On parle aussi de stockage quand on les met dans les enceintes froides, de la transformation, que ce soit la cuisson, le refroidissement, la température de service, etc. Et aussi donc les liaisons froides. On va parler de ces points un peu plus en détail par la suite. On verra tous les points à contrôler tout simplement sur chacune des étapes. Mais le principe, donc, c'est de ne jamais dépasser la température maximale pendant toutes ces étapes-là, de la production jusqu'à la consommation. Alors, la première étape, le contrôle à réception. Qu'est-ce qu'on est censé contrôler à ce moment-là? Donc, les choses basiques que vous savez déjà par rapport à la traçabilité, donc ça va être la DLC des produits, est-ce que c'est conforme ou pas? Mais le plus important, ça va être la température des produits que vous recevez. Donc, on peut prendre soit la température du camion directement, ou bien la température d'un produit par catégorie. Donc, ça peut être BOF, viande, poisson, etc. On va prendre le produit le plus sensible sur cette catégorie, donc sur du frais ou du surgelé. On prend ces températures et on voit donc si c'est conforme ou pas conforme. Comment on fait? Avec un thermomètre laser. Si on a un problème sur la température du camion ou bien sur la température des produits qu'on vient de recevoir, donc il est important de ne pas accepter cette marchandise-là parce qu'elle n'est pas conforme. Donc on doit la refuser et la renvoyer avec le livreur. Et il faut faire attention surtout aux poissons qui vont être très sensibles, comme les steaks hachés et les poissons frais, qui doivent être sauvegardés une température inférieure à 2 degrés. Donc 2 degrés, c'est vraiment le maximum. Donc si c'est supérieur, oui. Tu On voulais dire refuse. quelque chose, Gwen, peut-être? Ouais, je vais vous dire, en C'est fait, ça, il y a on refuse. un sujet qui est hyper important sur le contrôle à réception, c'est notamment l'été. Quand votre fournisseur, votre distributeur, que ce soit Transgourmet, Pomona, etc., font leur tournée et qu'ils arrivent chez vous et qu'il fait 30 degrés dehors et qu'ils en sont à la, je sais pas, à leur 8e ou 10e étape, vous contentez pas de demander la température au chauffeur. Vérifiez vraiment la température de la marchandise. Parce que quand le camion a déjà été ouvert 2 ou 3 heures pendant sa tournée, qu'il fait super chaud dehors, la probabilité qu'en fait il y ait un problème sur votre marchandise est plus élevée. Donc, on sait qu'en général, vous allez juste demander la température au chauffeur de son camion, mais c'est vraiment réglementairement, c'est pas ce qui est demandé. Vous devez vous-même, vous êtes responsable de votre marchandise, donc vous devez vous-même faire ce contrôle de température. Ça peut être à cœur, ça peut être entre deux produits si vous ne pouvez pas déconditionner, etc. Faites-le vraiment et faites vraiment, vraiment, vraiment attention en été parce que vous pouvez avoir des vraies ruptures de la chaîne du froid et ça peut être un problème. On a un petit sondage, je vais demander à Steven de le mettre, pour savoir qui parmi vous fait son contrôle à réception. Et pour ceux qui ne le font pas, sachez que c'est obligatoire. Donc ça, c'est quelque chose hyper important. Je vous laisse répondre et puis on verra les résultats. On va avancer sur les températures de stockage. Najwa, une fois qu'on a reçu, Oui. il faut stocker. Et comment est-ce qu'on stocke? Exactement. Donc, il faut les stocker en enceinte froide et bien sûr à des températures qui vont être adéquates aux produits. Donc, on va voir sur les différents guides des températures qui vont être indicatives selon la nature du produit qu'on va conserver. Donc, il faut voir déjà dans un premier temps sur l'étiquette parce que le producteur, donc le fabricant, va nous préciser des informations sur la température de stockage selon la DLC qu'il nous a déjà fournie. Et en général, donc pour toutes les préparations maison que vous faites, donc ça va être à 3 degrés maximum. Pour les produits sensibles comme les steaks hachés, le poisson frais à 2 degrés. Et puis, donc, il faut savoir que le GBPH restaurateur va nous indiquer une tolérance de plus de degrés par rapport aux valeurs cibles. Donc, il faut bien contrôler ces températures-là, si c'est donc acceptable ou pas. Et bien sûr, cette tolérance ne peut pas être tous les jours, donc ça doit être que occasionnel. Et en cas de non-conformité de température, que ce soit donc sur le contrôle à réception ou sur le stockage, donc on doit faire des actions correctives pour expliquer ce qui s'est passé et ce qu'on a fait par la suite. Et on a ce tableau donc, qui nous indique à peu près les températures pour certains types de produits.
Donc, je vais laisser Gwen nous présenter comment faire le contrôle des températures des enceintes froides pour le stockage. Alors, ce qui est recommandé pour le contrôle des températures des enceintes froides, c'est déjà d'équiper vos enceintes d'un thermomètre étalonné. Donc, c'est des petits thermomètres, on vous a mis une photo, vous le mettez dedans. Ce qu'il faut, c'est pas se fier uniquement à la température qui clignote sur le frigo, il faut vraiment que vous ayez un moyen de contrôle, parce que la température digitale, elle est parfois fausse. Donc, un contrôleur vous demandera d'avoir un thermomètre étalonné. Donc, étalonné, c'est qu'on vérifie que le zéro du thermomètre, c'est bien un zéro. Ça se fait avec un système d'eau et de glaçons. On verra ça dans un autre sujet. Mais vous devez étalonner vos thermomètres, vous assurer qu'ils fonctionnent et faire votre contrôle. Quand est-ce qu'on doit contrôler? Alors, le GBPH ne vous dit pas qu'il faut contrôler toutes les heures. Il vous dit que vous devez garantir la température de conservation. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? En fonction de votre PMS, votre plan de maîtrise sanitaire, si vous en avez un, théoriquement, c'est obligatoire, mais vous pouvez aussi ne pas en avoir, on sait que c'est la réalité. Vous devez contrôler chaque jour vos enceintes froides et relever la température. À minima, si vous ne le faites pas encore, faites-le au moins une fois par jour. Pourquoi? Parce que quand j'arrive le matin et que je vais lancer ma mise en place, si j'ai eu une rupture de chaîne du froid pendant la nuit, ça peut être soit un frigo qui a sauté, une coupure de courant, mais ça en général vous le voyez, ou une porte qui a été mal fermée, mon enceinte froide sera montée en température et la marchandise qui est à l'intérieur peut subir des dommages. Donc, il faut absolument que vous vérifiez ça avant de lancer votre production. C'est obligatoire. Et c'est un des premiers points que les contrôleurs d'hygiène vont vérifier, c'est que vous le fassiez bien. Qu'est-ce qu'il faut que vous enregistriez? Déjà, le nom de l'enceinte froide, la température que vous avez relevée, si possible avec une virgule, pas juste 2 degrés, 2 degrés 4, 2 degrés 8. Le jour et l'heure de relevé, à quelle heure vous le faites, le nom et les initiales de la personne qui a fait le relevé, et en cas de problème, les actions correctives. Vous avez plein de méthodes pour le faire. Vous avez une obligation de résultat, pas une obligation de moyens. Donc, la méthode traditionnelle, c'est j'ai un papier, donc ça, vous le voyez sur la gauche de l'écran, on vous a fait des petits tableaux qu'on vous offrira à la fin de la formation, donc on vous les enverra. Vous pouvez les imprimer et vous en imprimez un par enceinte froide. Ça dure 1 mois et vous cochez dans les cases la température relevée. Vous devez conserver ces fiches 1 an. Donc ça, c'est la méthode manuelle. Nous, évidemment, c'est notre métier. On est là pour vous faire gagner du temps et vous simplifier la vie. Donc, on vous propose de le faire sur smartphone. On a une application HACCP qui vous permet de faire tous vos relevés sur mobile ou tablette. Et donc, dans ce cas-là, on va vous mettre toutes vos enceintes froides avec les seuils maximum, minimum, les alertes, les actions correctives dans votre application. Et vous avez juste en 1 ou 2 clics à ajuster la température. S'il y a un problème, ça vous alerte. Et ça va vous demander l'action corrective. C'est préenregistré. C'est beaucoup plus rapide à faire. Et enfin, si vous n'avez pas super envie de faire le tour de vos enceintes froides tous les matins, il y a aussi des systèmes comme les enregistreurs de température connectés, que nous aussi on peut vous proposer chez Octopus, qui vous permettent en fait de mettre un petit capteur dans chaque enceinte froide. Le capteur va faire un enregistrement toutes les 10 minutes de la température. Ça va vous donner des courbes de température. Et surtout, si la température est dépassée, c'est-à-dire qu'au bout de 30 minutes de relevé, on est au-dessus du seuil maximal, ça va vous envoyer un SMS ou un email pour vous alerter qu'il y a un problème sur votre enceinte froide. Donc déjà, ça fait les relevés à votre place, ça vous évite de perdre du temps. Et deuxièmement, ça vous alerte en cas de problème, ça vous évite de perdre votre marchandise. Là, Houssen nous demande comment savoir si la chaîne du froid est rompue. Alors en fait, soit vous voyez si vos produits ont un problème d'un point de vue organoleptique. Dans ce cas-là, si vous voyez qu'il y a un changement de couleur, un changement d'odeur, des moisissures, quoi que ce soit, c'est sûr que la chaîne du froid a été rompue. Après, c'est assez difficile de savoir si une chaîne du froid a été rompue. C'est pour ça qu'il faut contrôler régulièrement que la chaîne du froid est bonne. C'est pour ça que la méthode HACCP vous demande de faire ces contrôles. Donc, les contrôles de température des enceintes froides régulièrement. Donc, ça, c'est une méthode pour s'assurer que justement, elle n'est pas rompue. Donc voilà pour les 3 méthodes. On a un petit sondage aussi. Je vais demander à Steven de le mettre en place pour savoir si vous faites vos enregistrements de température. Ensuite, je vais laisser la main à Najwa sur qu'est-ce qu'on fait quand on a un problème, parce que ça arrive en fait, qu'on ait un problème sur ces enceintes froides. Qu'est-ce qui se passe quand l'enceinte froide a dépassé la limite que nous demande la réglementation? En effet, donc ça arrive d'avoir des dépassements de température sur les enceintes froides et le plus important, donc, c'est de les voir et de mettre en place des actions correctives.
Donc, si notre enceinte froide, quand on l'a vérifiée le matin, elle dépasse la limite des températures qu'on indiquait avant, donc la première des choses, c'est de vérifier la température à cœur des produits qui sont dedans. Si la température de ces produits-là à cœur, à la surface, est encore bonne, donc il faudra tout simplement changer d'enceinte froide à ce produit-là. Par exemple, si on a de la viande, on va la mettre dans une autre enceinte froide qui est à température adéquate. Et si la température, par contre, n'est pas bonne, donc là, c'est soit il faut l'isoler ou bien la jeter immédiatement. Et bien sûr, il faudra bien noter l'action corrective qui a été mise en place. Donc, si on l'a jeté, si on l'a isolé, si on lui a changé d'enceinte froide également, il faudra bien le noter sur donc, les relevés que vous allez avoir, donc soit sur l'application directement si vous l'avez, sinon sur les relevés que vous allez imprimer sur les fiches de traçabilité des enceintes froides. L'important, c'est d'avoir donc une trace de ce qui s'est passé. Et du coup, on va passer au refroidissement rapide. Donc, le refroidissement rapide, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un refroidissement qui va se passer après l'étape de la cuisson. Donc, quand on passe d'un produit à température qui va être supérieure à 63 degrés à une température inférieure à 10 degrés, le plus important, donc, ça va être de respecter 2 règles. Donc, ce refroidissement-là se fasse en 2 heures maximum et qu'on passe à une température qui va être inférieure à 10 degrés. C'est important de noter toutes ces informations-là. Pourquoi? Parce que c'est une étape qui va être à risque, car entre la température qui est entre 63 degrés et 10 degrés, la multiplication des micro-organismes va être très, très, très rapide. Donc, la population va doubler à peu près toutes les 20 minutes quand c'est à 25 degrés. Et donc, il va falloir noter des informations sur ce refroidissement, donc la température au départ de ce produit-là, avec le nom du produit et l'heure de départ du refroidissement. Et dès que les 2 heures de refroidissement ont été dépassées, tout simplement, il faut noter l'heure de fin de refroidissement avec la température de ce produit et le nom du produit si on garde le même. Il faut bien sûr donc respecter ce couple temps-température, bien indiquer les actions correctives si ça a été dépassé, s'il y a un problème, etc. Il faut bien noter toutes ces informations-là. Pour les noter, donc on a plusieurs techniques et surtout des techniques pour le refroidissement rapide. On peut le faire sur plusieurs éléments. Donc, soit en cellule de refroidissement qui va nous permettre de refroidir rapidement notre produit pendant les 2 heures. On peut le faire également sur un lit de glaçon et aussi sous l'eau courante, mais jamais, surtout en enceinte froide ou en congélateur. Donc, on ne peut pas faire du refroidissement rapide en congélateur en pensant que ça va baisser la température rapidement. C'est quelque chose qui n'est pas conforme, c'est interdit. Mais bon, le plus important, donc quelle que soit la méthode qu'on va choisir, ça va être d'enregistrer toutes les informations dont on a parlé avant, donc des couples temps-température. Et pour l'enregistrer, Gwenaëlle va vous présenter les différentes méthodes. Alors, pour l'enregistrer, c'est toujours pareil. Vous avez la méthode papier ou la méthode application et vous avez aussi du matériel type des cellules qui peuvent avoir des enregistrements automatiques. Si vous le faites sur papier, vous devez calculer le couple temps-température. Donc, ça demande un petit peu de mathématiques en se disant l'heure de départ, l'heure d'arrivée et de savoir si ça a fait moins de 2 heures. C'est ça la clé. Si vous le faites sur application, par exemple, avec Octopus, on va vous le calculer pour vous. Donc, vous mettez juste l'heure de départ, la température de départ. Vous mettez l'heure d'arrivée, la température de fin. Ça calcule si c'est bon ou pas. Si c'est pas bon, ça vous demande votre action corrective. Et ça vous permet d'avoir tous vos relevés qui sont archivés automatiquement dans l'application. Et si vous avez une cellule qui est connectée, qui vous fait vous relever, vous pouvez l'avoir. Mais quelle que soit la méthode que vous choisissez pour faire vos descentes en température, vous devez noter, même si c'est sous l'eau courante, même si c'est sur le lit de glace. Et je voulais faire un petit ajout aussi à ce que Najwa disait sur pourquoi est-ce qu'en fait on n'a pas le droit de refroidir dans un frigo ou un congélateur. Tout simplement parce que quand on met un produit chaud dans un frigo et un congélateur, ça dégage de la buée, ça va faire chauffer les produits qui sont autour et ça va les faire remonter en température. Et a fortiori, ça va aussi risquer d'abîmer les moteurs des enceintes froides, parce qu'elles ne sont pas du tout faites pour ça, et ça va vous faire péter vos chambres froides. Donc ça, vraiment, c'est un truc, c'est vraiment, vraiment interdit. Ne le faites pas, c'est super dangereux. Donc voilà pour les couples temps-température. On a un petit sondage. Je demande à Super Steven de l'activer pour savoir comment est-ce que vous gérez vos couples temps-température. Et on va passer à la suite, les liaisons. Oui. Alors, pour les liaisons, donc il faut savoir que ça concerne surtout les professionnels. Donc, en général, ça va être tout ce qui est restauration sociale, qui vont livrer, donc pas des particuliers, mais des professionnels. Donc, les conditions de livraison, bien sûr, c'est de garder cette marchandise, donc nos produits, à une température qui va être à 3 degrés. Les informations qu'on doit conserver pendant donc, cette livraison-là, donc la première des choses, donc le lieu des départs avec la livraison.
le nom du produit qu'on doit livrer, l'heure de départ et l'heure d'arrivée, et aussi la température au départ et la température à l'arrivée. Encore une fois, ça ne concerne pas la livraison chez les particuliers, mais seulement la livraison chez des professionnels. Donc, ça peut être par exemple une cuisine centrale pour des écoles, etc. Et toutes ces informations-là, donc, il faut bien les noter et les conserver pendant toute la durée du temps. Quand on fait donc des liaisons froides, l'objectif, ça va être aussi de faire les plats témoins. Donc, les plats témoins, encore une fois, c'est pour la restauration collective, pas pour la restauration commerciale. Et ça consiste tout simplement à garder un petit échantillon, donc d'une centaine de grammes, 300 grammes en général, des plats qu'on va faire livrer. On doit garder ces échantillons pendant 1 semaine à peu près et il doit être conservé bien sûr à une température qui va être entre 0 et 3 degrés pour qu'on garde donc la qualité de ces produits-là si on en a besoin pour faire des tests microbiaux en cas d'intoxication alimentaire. Eh bien, je suis de retour. Comment est-ce qu'on fait pour faire tout ça? C'est pareil. En fait, quand vous faites de la liaison, alors on est d'accord, la liaison, c'est pas j'ai un scooter qui part livrer des sushis chez un particulier. C'est vraiment j'ai un labo de production, je vais livrer un autre restaurant, je vais livrer un point de vente, etc. À partir du moment où vous faites ça, vous devez tout tracer. Donc, vous devez avoir une fiche d'un point de vue papier qui vous permet de faire vos relevés sur papier sur votre labo de production ou dans votre cuisine centrale. Le chauffeur doit aussi avoir accès aux informations. S'il se fait contrôler sur la route, il doit être capable de dire d'où ça vient, etc. Vous devez aussi transporter les documents sur l'origine des viandes, les allergènes, c'est super important. Et à l'arrivée, vous devez noter. Donc, soit vous faites tout ça sur papier, vous avez pas mal de fiches papier chez le chauffeur, sur le satellite au départ, soit évidemment, vous faites ça sur une application comme celle d'Octopus, où on vous permet en fait de faire tous les contrôles, d'envoyer des données sur les sites de livraison. Le chauffeur peut avoir ça sur son téléphone et ça vous permet de tout tracer sans avoir une masse de papier. L'objectif, c'est d'avoir vraiment un suivi des livraisons intégré dans l'application entre lieu de production et les satellites. Hop. Et du coup, je vais laisser la main à Bastien pour vous expliquer un peu comment est-ce qu'on peut contrôler tout ce qui est chaîne du froid et le maintien grâce à une application. Mais on ne fait pas que ça, on fait aussi de la traçabilité et des plans de nettoyage. Exactement, merci beaucoup Gwenaëlle. Donc comme Gwenaëlle l'a déjà expliqué dans ce webinaire, on peut réaliser tous les relevés qu'on vient de vous présenter, donc principalement les relevés des enceintes froides, les températures de préparation, de service et le suivi des liaisons chaudes ou froides via notre application. Ça, c'est uniquement un pan des relevés qu'on va pouvoir proposer chez Octopus. Octopus HACCP, à la base, c'est une application destinée donc effectivement à la restauration commerciale, collective et au métier de bouche de réaliser leur relevé HACCP directement depuis l'application disponible sur smartphone et tablette. Et pour les pros Android et les pros Apple, on est partout. Ce qu'on va pouvoir proposer, c'est donc du coup d'effectuer tous les enregistrements depuis l'application. L'objectif derrière, c'est surtout de supprimer les archives papier, de ne plus avoir d'étiquettes de traçat qui traînent, de classeurs avec l'historique des températures, et surtout en cas de contrôle de la DDPP, d'avoir effectivement toute l'archive disponible directement dans sa poche ou sur la tablette, sur des archives qui sont stockées sur nos serveurs pendant 5 ans. Ce qu'on va pouvoir couvrir en termes de secteur, c'est surtout, pardon, je vais juste avancer sur les modules, juste ici. C'est effectivement toute la traçabilité, donc ça va être le contrôle à réception pour vérifier au début effectivement les températures des produits livrés, l'archivage de traçabilité de toutes les étiquettes que vous allez pouvoir entamer, l'archivage donc des DLC secondaires et de l'impression des DLC secondaires, on travaille avec plusieurs étiqueteuses en fonction de vos volumes, les températures, on vient de discuter, et surtout tout ce qui est tâches et contrôle, avec le contrôle des huiles, le plan de nettoyage, l'intégration de vos audits. Et donc tout ça est une application qui commence à partir de 47 € par mois et qui évolue en fonction de vos besoins, que ce soit au niveau de l'application et surtout en fonction du matériel dont vous avez besoin. Ce qu'on propose, juste là-dessus, là-dessus, c'est qu'on a une super application et surtout on a une équipe derrière qui va pouvoir vous accompagner de A à Z. On va s'occuper du paramétrage de votre application sur mesure. On va former les équipes et s'assurer que tout le monde puisse être capable d'utiliser l'application, de poser les questions et de la modifier si nécessaire. Et derrière, toute l'équipe Octopus est dispo pour répondre à vos questions sur l'outil et sur toutes les questions plus larges par rapport effectivement à des thématiques comme celle d'aujourd'hui de maîtriser la chaîne du froid. Et ça, c'est Gwenaëlle qui va vous parler des cadeaux. Merci Bastien. J'en profite pour répondre à une question de Romain Saint-Macary qui me demandait est-ce qu'il est possible d'avoir l'appli sur plusieurs terminaux. Évidemment, vous pouvez avoir une tablette, 4-5 smartphones. Quand
Vous avez un pack avec un nombre de téléchargements maximum. Vous pouvez aller jusqu'à 10 appareils, donc il n'y a aucun souci. Toute votre équipe peut avoir Octopus sur son téléphone ou plusieurs tablettes dans le resto. Il n'y a pas de souci. L'objectif, c'est que ce soit super pratique pour vous. On va vous offrir le guide sur les bases des températures qui a été rédigé par Najwa, qui est ingénieur qualité, c'est son métier. Toutes les fiches qu'on vous a présentées sur les liaisons froides, les suites, descentes de température, et je crois qu'il y en a quelques autres dans le pack, les températures des enceintes froides. Le doc aussi sur la température de conservation. Vous allez les recevoir par email. Vous n'aurez qu'à cliquer sur le lien et vous pourrez les télécharger. Et je vous propose qu'on réponde à vos questions, parce qu'il y a eu pas mal de questions qui sont tombées dans le chat. C'est le moment de poser les vôtres. On va répondre à toutes les questions. Et là, on va reprendre la liste des questions auxquelles on n'a pas répondu. Alors, on va commencer dans l'ordre. On avait une première question d'Élodie Mangin qui nous disait « Je voudrais savoir si votre webinaire est applicable en établissement de santé. Je suis infirmière hygiéniste. » Les règles qu'on vous a présentées là sont des règles qui sont liées à la réglementation et aux différents GBPH. Alors, pour avoir des petits ajustements en fonction de votre guide des bonnes pratiques d'hygiène. Il y en a un spécifique pour les bouchers, il y en a un spécifique pour la restauration collective, il y en a un spécifique pour la restauration commerciale. Il y a des petites différences, mais le respect de la chaîne du froid, c'est valable pour tout le monde. Donc oui, quel que soit votre secteur d'activité, que vous soyez en crèche, en boulangerie-pâtisserie ou en EHPAD, vous avez besoin d'appliquer ces règles-là. Alors, Valérie Moreau nous posait une autre question. Où trouve-t-on les températures à cœur des produits? Je crois que pour la viande, c'est 8 degrés pour une pièce de viande. Donc, c'est pareil. En fait, c'est lié au GBPH du métier. Quand on parle de 8 degrés pour une pièce de viande, ça dépend quel type de pièce de viande. Est-ce qu'on parle de bœuf? Est-ce qu'on parle d'abat? Est-ce qu'on parle de volaille? Est-ce qu'on parle de... Quand on dit pièce, est-ce que c'est un quartier de bœuf ou est-ce que c'est des pièces qui sont des petites pièces? Et si par exemple c'est du steak haché, c'est pas du tout 8, c'est 2. Donc en fait, ça dépend du type de viande. La référence réglementaire, c'est le GBPH. Vous avez beaucoup d'informations dedans. Parfois, c'est un peu vague, on en convient, mais c'est parce qu'en fait, il y a plein de spécificités en fonction du type de viande dont on parle. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose là-dessus, Najwa? Non? Non, je pense que c'est complet. C'est complet. Alors, Manon nous demandait, est-il possible d'acheter un petit frigo ou un congèle juste pour les refroidissements des produits tièdes? Mauvaise idée. Très mauvaise idée, parce que ça va vite devenir un frigo ou un petit congèle de stockage, parce que vous allez évidemment pas faire que du refroidissement, et que votre petit frigo ou votre congèle, il est absolument pas fait pour refroidir des produits qui vont être mis, même si c'est tiède. Alors déjà, vous n'êtes pas censé être tiède, vous avez que 2 heures pour passer de 63 degrés à 10 degrés. Si vous êtes sur une préparation produit ambiant, dès la fin de la préparation, il faut tout de suite la refroidir. La prolifération bactérienne est maximale dans cette température. Donc, le tiède est assez inquiétant. Donc, c'est cellules, eau courante ou bain de glace, mais pas je prends un petit frigo, je mets dedans. Si vous faites contrôler, ce ne sera pas terrible. Et pour vos produits, ce n'est pas terrible non plus, quoi. Les autres questions. Alors, Kishan Hari nous dit, doit-on garder un échantillon quand on fait des plats en livraison à emporter? Najwa, je te la laisse là. Oui, donc pour les échantillons, ce qu'on appelle les plats témoins, donc ce n'est pas obligatoire pour toute la restauration commerciale. Donc si vous faites des livraisons chez des particuliers, ce n'est absolument pas obligatoire. C'est vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, c'est pour la restauration sociale. Donc quand ça va être pour des personnes un peu plus fragiles, ça peut être pour des écoles, ça peut être pour des crèches, pour des EHPAD, etc. Mais pas pour la restauration commerciale. Donc vous n'avez pas cette obligation de garder des échantillons. Avec une seule J'espère que ça répond à la exception, question. c'est les buffets en hôtellerie. Parce que quand vous êtes en hôtellerie, que vous faites du buffet, vous faites des œufs brouillés sur un buffet de petit-déj, là, c'est plat témoin parce qu'en fait, c'est assimilé à de la restauration collective. On avait une question sur des bocaux. Je veux présenter ma cuisine à base de poissons sous forme de bocaux, donc pas de refroidissement. Quelle méthode dois-je appliquer? Eh ben, si c'est des bocaux fermés, vous devez les pasteuriser. Parce qu'en fait, que ce soit en bocal ou pas en bocal, c'est qu'une question de présentation. La chaîne du froid, les règles de pasteurisation ou les règles de descente en température doivent être respectées. Alors, une question de Joachim. Comment faire quand un congélateur a une température plus froide que prévu, genre moins 25-30? J'ai envie de vous répondre, ça va juste vous coûter plus cher en électricité. Donc, c'est pas très grave. C'est pas terrible parce qu'en fait, ça veut dire qu'il est trop froid, donc
ils consomment à fond. Après, il faut juste vérifier que les produits qui sont dedans ne vont pas être abîmés par ce froid-là. Et c'est assez courant que les congélateurs soient mal réglés. Pensez à les dégivrer, ça aide à mieux les régler. Il n'y a pas de problème réglementaire à ce que la température soit conservée trop froide. Tu confirmes, Najwa? Pas de souci. Oui, non, je confirme. Alors, Kishan Harry, peut-on remettre au frais un aliment chauffé après passage en cellule pour resservir ensuite? Alors, Najwa, vas-y. Les descentes, les remontées, qu'est-ce qu'on fait de ces produits-là? Il faut faire attention. Pas trop ce genre de choses. Peut-on remettre au frais un aliment chauffé après, enfin, passer en cellule, je pense que c'est une histoire de couple qui descend et qui monte. Tu le vois pas? Bon, bah, je vais répondre alors. Donc, en fait, si vous chauffez un produit, vous le refroidissez, après, vous devez le réchauffer. Donc, la règle, c'est la règle inverse. C'est vous devez passer de la température de stockage, donc 3 degrés, vous le sortez et vous le réchauffez à 63 degrés minimum en 1 heure. La descente, c'est 2 heures. La remontée, c'est 1 heure. Par contre, faites gaffe, évitez les je descends, je remonte, je redescends, je remonte. Dans les plans de maîtrise sanitaire, c'est rarement autorisé de chauffer des choses, enfin, s'il y a eu de la présentation, en général, on ne refroidit pas, on ne réchauffe pas. Faites attention à ça, c'est comme ça qu'en fait, on a du développement bactériaux. Oh, la viande hachée à l'air libre, Najwa. Je te la laisse. Alors, normalement, il ne faut pas du tout laisser, surtout pas de la viande hachée à l'air libre. La viande hachée, c'est un aliment qui est très, très, très sensible et qu'il faut faire très attention. Donc, à chaque fois que vous avez de la viande hachée, il faut absolument la mettre tout de suite en enceinte froide à une température inférieure à 2 degrés. Donc, c'est quelque chose qui va regrouper énormément de bactéries et qui vont proliférer d'une manière exponentielle. Donc, il faut surtout faire attention. C'est ce qui cause en général beaucoup d'intoxication alimentaire. Donc, viande hachée, pas d'air libre, tout de suite, dès qu'on l'achète, on la met dans un truc isotherme pour que ça garde bien la température pendant si on fait par exemple le trajet de quelques minutes et on la met dans l'enceinte froide en moins de 2 degrés. C'est hyper important. Hop. Donc ça, c'était pour la question de la viande hachée. Hop. Ensuite, on a une autre question de Clémence qui dit « Les livraisons qui ont lieu la nuit en l'absence de contrôle en résidence d'autonomie pour personnes âgées, comment garantir le contrôle à réception ?» C'est vrai que c'est une question qui se pose. Ça peut être en hôtellerie aussi, des réceptions qu'on peut recevoir avant que des personnes de cuisine soient sur place pour contrôler la température. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Naël. En fait, la réglementation, elle dit vous êtes responsable de la marchandise qui rentre chez vous et vous devez la contrôler. Donc, on sait que dans la vraie vie, il y a plein de livreurs qui ont les clés des restos, qui ouvrent le resto et qui mettent la marchandise au frais dans les frigos. Sauf que, d'un point de vue réglementaire, c'est pas terrible. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vous qui êtes responsable de la qualité de la marchandise. C'est-à-dire que s'il y a eu une rupture de la chaîne du froid, qu'on vous livre de la marchandise qui a un problème et qu'on la bête dans votre frigo, comment vous allez le savoir? Vous ne pouvez pas le savoir. On sait que dans la vraie vie, ça arrive, mais d'un point de vue réglementaire, si on se réfère à la réglementation, ça, c'est pas clean du tout. Dans votre PMS, ça ne doit pas être noté, ce genre de choses. Donc, j'ai envie de vous faire une réponse de Normand. On sait que vous ne pouvez pas faire autrement. Le mieux, c'est demander si vous ne pouvez pas changer les horaires de tourne de livraison pour vous assurer qu'on vous livre, puisqu'en fait, la responsabilité, elle est chez vous. Et s'il y a eu un problème, par exemple, imaginez, le livreur, il ne l'a pas mis au frigo, vous recevez de la marchandise qui n'est pas au frigo, qui est restée dans la cuisine. En fait, c'est votre responsabilité. La marchandise est perdue. Si ça passe au frigo sans que personne ait contrôlé et que ça redescend en température, vous ne saurez jamais qu'il y a eu une rupture de la chaîne du froid. Donc ça, c'est pas terrible, mais on sait que ça arrive. Et encore, quand c'est dans le frigo, c'est une bonne nouvelle. Donc c'est plutôt non. Surtout en plus, si vous êtes personnes âgées, plan de maîtrise sanitaire, je pense que ça, c'est un peu limitant. Donc je ne vous le conseille pas. On a une question sur un food truck. Il y a plein de questions. Une question sur un food truck avec laboratoire à domicile. Oula, alors ça, laboratoire à domicile, faites gaffe, parce que d'un point de vue hygiène, la cuisine de la maison, c'est pas la cuisine du restaurant. Il faut s'assurer, par exemple, vous n'avez pas le droit d'avoir du bois pour les zones de production. Il faut que ce soit de l'inox. Il faut garantir que les produits d'hygiène soient des produits homologués. Donc le PEC citron, c'est pas complètement homologué. Et vous me dites, j'ai 20 minutes pour transporter ma marchandise froide dans des glacières en voiture. Donc en fait, que vous transportiez votre marchandise dans une glacière, dans un camion frigo ou dans des norvégiennes ou n'importe quoi,
L'important, c'est que la température de la marchandise au départ et à l'arrivée ne dépasse pas en fait 3 degrés, quelle que soit la méthode. Après, si vous transportez des choses dans le coffre de votre voiture qui n'est pas nettoyé, qui n'est pas désinfecté, avec une glacière qui n'est pas nickel, je ne vous le conseille absolument pas. Ce n'est pas du tout réglementaire et surtout, ça peut présenter des problèmes, des risques pour, à la fois pour l'hygiène, la contamination et enfin, c'est pas vraiment réglementaire. Un véhicule de transport pour de la livraison doit être nettoyé régulièrement pour éviter les cross-contaminations. On doit garantir que la température fonctionne, etc. Mais ce n'est pas forcément un camion frigo. Ça peut être un système avec des glacières. Faites gaffe l'été, parce que des glacières avec des pains de glace, quand il fait 30 degrés, ça peut être pas terrible. Mais l'important, c'est température de départ, température d'arrivée. Ensuite, Najwa, je te laisse répondre à la question de Stéphanie pour les remontées en température. Alors, donc, question de Stéphanie, c'est donc si après avoir remonté à 63 degrés en 1 heure, on souhaite maintenir le produit à 63 degrés dans un bain-marie, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible tant que la température reste supérieure à 63 degrés. Donc là, il n'y a pas besoin en fait de... si la technique au bain-marie, ça permet de le garder à une température supérieure à 63 degrés, il n'y a pas de problème là-dessus. Oui. Il faut juste contrôler donc à chaque fois si la température ne descend pas. Et si ce n'est pas le cas, il n'y a pas de problème. Hop, une question après. Hop. Alors, donc Pauline qui nous demande, est-ce qu'il est nécessaire de garder la traçabilité du refroidissement en restauration commerciale pour les particuliers? En restauration commerciale, oui, donc c'est obligatoire si vous faites du refroidissement de bien enregistrer les couples temps de température dont on a parlé tout à l'heure. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par pour les particuliers? Les restaurations commerciales, normalement, si vous faites du refroidissement, oui, vous avez l'obligation de conserver ces informations-là. Donc, l'heure de départ à laquelle vous avez commencé le refroidissement, le nom du produit, la température au départ, avec à la fin du refroidissement, donc la température et l'heure à laquelle vous avez terminé le refroidissement. Ensuite, on a une question de Mbarek qui nous dit, est-ce que vous pensez, je reçois la viande hachée de boucherie sans la date, je la mets en chambre froide à 6 degrés. Mbarek, non. La viande hachée, donc on en a parlé tout à l'heure, c'est très sensible, c'est dangereux. Donc de la laisser à une température à 6 degrés, c'est hyper dangereux. Donc ça peut causer des intoxications alimentaires. On vous conseille de la mettre en chambre froide à 2 degrés, 3 degrés maximum, mais 6 degrés, c'est beaucoup trop élevé pour de la viande hachée. Alors, puisqu'on est sur le 6 degrés, on va revenir sur le chaud. Est-il interdit de livrer des plats à moins de 63 degrés? Donc, en fait, alors, je vais vous faire une réponse oui, non. En fait, si vous passez le seuil des 63 degrés, grosso modo, il faut le consommer avant 2 heures, max. Donc, il peut y avoir une espèce de tolérance. On se dit, j'ai livré à 58 degrés, c'était un particulier, il va le manger tout de suite, c'est plus ma responsabilité, ça passe. Par contre, si vous livrez des plats chauds en liaison chaude à moins de 63 degrés, ça c'est pas bon parce qu'en fait la prolifération bactérienne commence et après, même si vous réchauffez, en fait vous aurez des toxines. Ça c'est non. Donc oui, c'est interdit de livrer des plats à moins de 63 degrés, sauf dans certains cas particuliers. Si vous livrez du chaud, genre la livraison scooter chez des particuliers, sachant qu'ils vont les consommer en moins de 2 heures, que ce soit pas consommé pour le lendemain. Une autre question d'Adama qui nous demande une chambre froide positive ou un frigo doit avoir combien de degrés? Eh bien, ça dépend de ce que vous conservez dedans. Donc, il n'y a pas vraiment de règle. La règle, c'est si vous conservez des steaks hachés, c'est 2 degrés. Si vous conservez du poisson frais, c'est 2 degrés maximum. Si vous conservez des fruits et légumes, de mémoire, je crois que c'est 8 degrés. Il n'y a pas de... Après, fruits et légumes non transformés. Si vous conservez des préparations classiques que vous avez faites dans votre resto, c'est 3 degrés. En fait, ça dépend vraiment de ce que vous avez dedans. On sait que parfois, il y a une enceinte froide dans laquelle il y a pas mal de choses. Il y a des zones plus chaudes et plus froides, plus froides et moins froides plutôt. Mettez les produits les plus sensibles dans les zones plus froides. Je pense qu'on arrive au bout des questions. Ok, je pense que là, on a fait quand même le tour des questions. Alors peut-être que Céline n'a pas bien compris votre question. J'ai dû rater ma réponse. Est-ce que les étiquettes suffisent? Étiquettes sur plat en liaison froide. Oui, vous devez étiqueter vos produits en liaison froide, mais je ne sais pas c'était quoi le début.
de la question. Je pense qu'on est bien. Et bien, à la place des échantillons. Alors non, l'échantillon de plat témoin ne remplace pas l'étiquette sur le produit. L'échantillon de plat témoin sert à être capable d'identifier un problème en cas de toxi-infection alimentaire collective, les TIAC, les fameuses TIAC, il y a des protocoles là-dessus. Donc c'est à la fois j'étiquette ce que je livre, on est d'accord, on ne parle que de trucs pour des professionnels. Après, vous pouvez étiqueter un lot, hein, si vous étiquetez plein de portions, vous n'êtes pas obligé d'étiqueter tous les ramequins, tous les pots, toutes les boîtes. Vous pouvez étiqueter un lot en disant voilà, c'est tel type de produit, j'envoie. Et par contre, vous devez faire un plat témoin. Et je rebondis sur Adama. Non, un frigo à 13 degrés, c'est pas bon. Adama, on jette la marchandise. On ne garde pas de la marchandise à 13 degrés dans votre frigo. Voilà. Bon, j'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. Grosso modo, retenez un message. Gardez la chaîne du froid. Gardez la chaîne du froid. Faites attention, on va vous envoyer la liste des produits. Grosso modo, si vous avez un doute, mettez tout à 2-3 degrés. C'est mieux, ne dépassez pas. Et comme ça, vous garantirez, non, 13 degrés pour des salades, c'est pas bon, je vous confirme. Et comme ça, vous garantirez la sécurité de vos convives et puis surtout que vos préparations seront super bonnes parce que quand ça chauffe, ça devient un peu moins bon. On aura d'autres ateliers, on en fait un tous les mois sur d'autres thématiques, donc des thématiques, on pourra faire de la liaison chaude, du plan de nettoyage, des huiles de friture, plein d'autres choses. Donc vous pourrez vous réinscrire et puis on pourra rééchanger avec vous. On était ravis de répondre à toutes vos questions, de vous présenter les problématiques de la chaîne du froid et de vous présenter Octopus. Et puis Bastien et son équipe vous rappelleront pour ceux qui sont intéressés par une démo, pour qu'on puisse échanger avec vous sur quelles sont vos problématiques et comment est-ce que nous, on peut vous aider. À très bientôt. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci, bonne journée.